Au Soudan du Sud, Michael Christopher est désormais un homme libre. Ce journaliste sud-soudanais était détenu depuis la mi-juillet par les services de sécurité de son pays. Human Rights Watch a publié lundi un rapport accablant sur la xénophobie en Afrique du Sud. Des dizaines de chauffeurs routiers y sont morts depuis mars 2018 dans des attaques visant des étrangers. En RDC, la formation du nouveau gouvernement a été saluée par les États-Unis. Les Congolais ont de fortes attentes en matière de sécurité, de lutte contre la corruption, de respect des droits de l'homme et d'éducation. Bonjour à chacun, bonjour à toutes et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons par la République démocratique du Congo où la formation du nouveau gouvernement annoncé lundi a été saluée par les États-Unis. Les Congolais de leur part ont de fortes attentes en matière de la lutte contre l'insécurité, la lutte anti-corruption, le respect des droits de l'homme et également l'accès à l'éducation pour tous les enfants. Reportage. Le prochain gouvernement de la République démocratique du Congo a enfin été dévoilé lundi. Il aura fallu des mois de négociations pour une coalition de 66 membres. Le président Félix Tshisekedi a pu s'envoler avec le sentiment du devoir accompli vers Tokyo pour le sommet Afrique-Japon à Yokohama. L'Assemblée est réunie jusqu'au 7 septembre en session extraordinaire pour investir ce nouveau gouvernement qui fait la part belle aux fidèles de son prédécesseur Joseph Kabila. Les négociations ont duré 7 mois entre les forces politiques du nouveau chef de l'État investi le 24 janvier et celles de Joseph Kabila qui a gardé une vaste majorité au Parlement. Le gouvernement comprend 5 vice-premiers ministres, dont 2 sont aussi issus du FCC de l'ancien président. La défense revient à Aimé Ngoï Moukena, qui est également un proche de l'ancien chef de l'État, et les finances reviennent à José Sélé Yalangouli, collaborateur de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Parmi les autres vice-premiers ministres figure un proche du chef de l'État, Gilbert Kankondé, issu du parti d'opposition, l'UDPS, et qui reçoit le portefeuille de l'Intérieur. Ce gouvernement comprend 83% d'hommes et 17% de femmes. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut peut-être, selon le Premier ministre, le compenser par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués aux femmes. Pour le président de l'Association africaine des droits de l'homme, la priorité du nouveau gouvernement doit être l'imposition de la sécurité dans l'est du pays. Pour d'autres, les priorités doivent être aussi d'éradiquer la maladie à virus Ebola ainsi que la détermination des stratégies et de lutte contre la corruption. En Éthiopie, le Parlement a adopté une nouvelle loi électorale qui marque une étape clé vers les élections prévues en mai 2020. C'était lors d'une session d'urgence en fin de semaine. Reportage. Les parlementaires éthiopiens ont adopté une nouvelle loi sur les élections et les partis politiques, une étape clé vers les prochaines élections. Samedi, les parlementaires ont notamment rejeté une clause qui prévoyait qu'un siège de député soit automatiquement attribué à une femme dans le cas où elle serait arrivée à égalité avec un homme à l'issue des élections. A contrario, ils ont approuvé une disposition requérant qu'un parti politique national ait au moins 10 000 adhérents et un parti régional 4 000. Les élections législatives à l'échelon fédéral et régional sont actuellement prévues en mai 2020. Le Premier ministre Abiy Ahmed, entré en fonction en avril 2018, a promis que ces élections seraient libres, justes et démocratiques. Elles doivent marquer une nouvelle étape dans les réformes impulsées par le Premier ministre, qui a notamment libéré des prisonniers politiques, levé l'interdiction pesant sur certains partis politiques et signé un accord de paix avec l'Érythrée. De nombreux acteurs politiques, membres de la société civile et diplomates ont mis en doute la capacité de l'Éthiopie à organiser ces élections à la date prévue en raison du contexte sécuritaire. L'Éthiopie traverse en effet une crise politico-ethnique marquée par des violences intercommunautaires. Certains partis politiques ont également estimé que les élections ne devraient pas avoir lieu tant que le pays n'aura pas procédé à un nouveau recensement.
Au Sénégal, Ama Dansoko, une figure majeure de la scène politique, est décédé. Ancien ministre, ancien député, ancien maire, il a été opposant au président Senghor, Diouf et Wade avant de rejoindre Macky Sall depuis 2012. À l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés. Nous vous proposons ici la réaction du secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, parti que Dansoko a dirigé pendant de longues années. C'est une perte immense d'un homme qui a eu un parcours étincelant dans la vie politique de notre pays, un homme qui a laissé des marques impérissables dans la vie démocratique nationale. Amat est parti, mais quelque part il nous reste puisque nous avons retenu de lui l'intelligence politique, la capacité à rassembler, le sens du discernement. Et tout cela, évidemment, ne va pas le suivre dans la tombe, mais nous entendons le faire prospérer. Cet homme a su à chaque fois distraire l'essentiel de l'accessoire. Et à chaque fois, il s'est demandé quelles étaient les questions essentielles et quelle force fallait-il mobiliser pour venir à bout des grosses problématiques que nous devrions en tant que peuple affronter. L'aspiration à la justice, à la paix civile, à la construction nationale est une constante chez Dansoko. Et évidemment, il a eu à porter sa part de charge et c'est vrai qu'il a beaucoup fait pour ce pays. L'ONG Human Rights Watch a publié lundi un rapport accablant sur la xénophobie en Afrique du Sud. Des dizaines de chauffeurs routiers y sont morts depuis mars 2018 dans des attaques visant des étrangers. L'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch appelle à une protection renforcée des travailleurs étrangers en Afrique du Sud. Elle a en effet publié un rapport sur la question après une récente vague de violences xénophobes alimentée par les difficultés économiques et un taux de chômage record dans la deuxième économie d'Afrique. Des groupes de camionneurs sud-africains auraient attaqué des chauffeurs étrangers à coups de pierre avec des couteaux, des fusils et des cocktails Molotov, tuant plus de 200 personnes et forçant des centaines de routiers à quitter leur emploi. Une association sud-africaine de propriétaires de camions, citée par Human Rights Watch, a signalé 75 incidents de ce type depuis mars de cette année, dont 15 ont été confirmés indépendamment par l'ONG. On retient notamment la mort d'un conducteur zimbabwéen poignardé et d'une attaque au cocktail Molotov contre un autre ressortissant du Zimbabwe dans la ville de Durban. Dans cette ville, une vague de violence contre des étrangers a fait des centaines de déplacés cette année. Human Rights Watch a appelé le gouvernement sud-africain à traduire en justice les auteurs de ces agressions. Le porte-parole du ministère du Travail a déclaré que son département n'était pas au courant du rapport de l'ONG, mais que le gouvernement avait nommé un comité interministériel pour examiner la question. L'Afrique du Sud est en effet une destination importante pour les migrants économiques d'Afrique à la recherche de travail. Au Soudan du Sud, le journaliste sud-soudanais Michael Christopher est désormais libre de ses mouvements. L'homme était détenu depuis la mi-juillet par des services de sécurité de son pays. Reportage. Jusqu'à sa mise en liberté, aucune charge n'a été retenue contre lui. Michael Christopher, rédacteur en chef du quotidien en arabe Al-Watan, était détenu sans explication par les services de sécurité du Soudan du Sud depuis le 17 juillet. 2 jours plus tôt, le journaliste et son épouse avaient été forcés à quitter un avion à destination de Nairobi où ils devaient se rendre pour des raisons médicales. Son passeport avait été confisqué et il avait reçu l'ordre de se présenter au siège des services de sécurité. Les États-Unis, des organisations internationales de défense des droits humains et des militants sud-soudanais avaient multiplié les appels en faveur de sa libération. L'homme a confié avoir été pendant sa détention essentiellement interrogé sur des propos qu'il avait tenus dans une interview avec Voice of America au sujet de la fermeture de son journal en mars et des menaces de mort qu'il avait alors reçues. En effet, les autorités s'étaient senties visées par ces déclarations. Christopher avait suscité la colère des autorités pour ses articles favorables au soulèvement populaire au Soudan et la licence d'opération de son journal n'avait pas été renouvelée en mars. Il a dit espérer obtenir très rapidement la réouverture de son journal.
Le Soudan du Sud est la 139e sur 180 de l'index sur la liberté de presse de Reporters sans frontières. Des années de guerre civile ont affaibli les médias dans le pays et l'autocensure est très développée à la suite des pressions des autorités sur la presse. De 2014 à 2017, au moins 10 journalistes ont été tués au Soudan du Sud. La police de Hong Kong a défendu lundi le recours à des canons à eau et le tir de coups de semonce dimanche. Les forces de l'ordre ont expliqué avoir fait face à des protestataires extrêmement violents. Reportage. Les affrontements de dimanche à Hong Kong ont été parmi les plus violents depuis le début en juin du mouvement contre le gouvernement local soutenu par Pékin. La police, à travers un communiqué, a fait état de ce que des manifestants extrêmement violents ont dévié du parcours initial, obstruant les routes, vandalisant les magasins et les tunnels, lançant des cocktails Molotov, des briques et divers projectiles sur les policiers. La police a également défendu le recours la veille à des canons à eau. Les forces de l'ordre avaient jusqu'ici toujours affirmé ne vouloir utiliser cette technique de dispersion qu'en cas de perturbation à grande échelle de l'ordre public. Courant dans de nombreux pays, il constitue une grande nouveauté à Hong Kong où il n'avait encore jamais été employé contre des manifestants. En outre, la police a condamné fermement les manifestants ayant délibérément blessé des policiers, soulignant que 21 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans ces échauffourées. Plusieurs dizaines de contestataires, dont un âgé de 12 ans, ont été interpellés pour rassemblement illégal, possession d'armes et agression de la police. Ce territoire semi-autonome traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997 et les tensions ne montrent guère de signes d'affaiblissement. La tournure violente des événements de la veille a secoué lundi la bourse de Hong Kong qui a lâché près de 2%. Le Togo, pour sa part, dispose désormais de matériel de marquage des armes. Il s'agit d'un don du gouvernement japonais. Le projet est exécuté par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et pour le désarmement en Afrique. C'est le ministre togolais de la Sécurité publique qui a procédé à la réception du matériel. Reportage Ferdinand Gari, notre correspondant au Togo. Les armes se trouvant sur toute l'étendue du territoire togolais pourront être bientôt identifiées. Les autorités togolaises disposent désormais des appareils pour les marquer. Le Japon vient de faire don de ces appareils au gouvernement togolais. Ce projet permettra d'accumuler des expériences dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petite calibre au Togo et de renforcer les actions entreprises par le gouvernement du Togo dans le domaine. La lutte contre l'insécurité grandissante dans la sous-région ouest-africaine et en Afrique en général, du fait des mouvements djihadistes et de Boko Haram, devient impérieuse pour les décideurs politiques, selon le ministre togolais de la Sécurité publique, lors de la réception de ce don d'appareils du Japon. Oui, avec ce don du Japon, ce n'est pas seulement les armes détenues par la population civile qui seront marquées, y compris les armes des forces de défense et de sécurité. Et dans les jours à venir, l'équipe de marquage va commencer par marquer les armes au niveau de la police nationale, au niveau des corps paramilitaires. Et à l'issue, ça va être le tour des armes des forces de défense, des forces armées. Ça permet de contrôler qui a quoi, il fait quoi avec ça. C'est un projet d'assistance technique pour la sécurité physique et à la gestion des stocks, le marquage et destruction des armes légères de petit calibre et leurs munitions au Togo. Il est exécuté par UNIREC et financé par le gouvernement du Japon à hauteur de 373 millions de francs CFA. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme des SICA. À très bientôt.